Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle FAQ souscripteur mensuelle. Donc, les souscripteurs qui me soutiennent financièrement, et si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description, me mettent en commentaire sur Patreon des questions auxquelles je peux répondre dans la mesure de mes moyens. Et donc, j'en ai une trentaine qui m'ont été envoyées cette fois. Donc, comme c'est beaucoup, je vais essayer de faire un peu moins qu'une heure. J'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, je vais y aller directement. Alors, la première question, évidemment, concerne Trump. Comment pensez-vous que Donald Trump va mettre fin au conflit en Ukraine? Donc ça, c'est un peu... Alors, je vais regarder dans ma boule de cristal parce qu'il y a beaucoup de doutes. Est-ce que, en gros, il y a deux possibilités. Soit Trump fait ce qu'il a promis pendant sa campagne, et ça sera la Bérésina, puisque ça va cautionner, justifier tout ce qu'a fait Poutine d'illégal. Je rappelle, hein, c'est en contradiction avec le droit international et avec le mémorandum de Budapest, où les États-Unis notamment, mais aussi la France, l'Angleterre, tous les signataires, devaient venir à la rescousse de l'Ukraine si ses frontières n'étaient pas respectées. Je rappelle que l'Ukraine avait rendu le troisième arsenal nucléaire au monde à l'époque, en 1994. Hein. Donc c'était pas rien. Et donc les États-Unis n'ont pas respecté leur contrat. Alors c'est pas dans leur habitude. Hein. Ça c'est plutôt dans l'habitude justement des Russo-Chinois de ne pas respecter le contrat. Donc là, est-ce que Trump va faire ce qu'il a dit pendant la campagne, sachant qu'il l'a dit certainement pour gagner l'élection, hein, comme toujours avec les discours de campagne. Et donc, ce qui permet de savoir un peu où il s'oriente, c'est ses premières nominations. Donc, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet sur cette chaîne, réservées aux souscripteurs. Donc, je vous y renvoie si vous voulez le détail. Mais globalement, il y a du bon et du mauvais, puisque Tulsi Gabbard a été nommée directrice des services de renseignement, DNI. Elle est ultra pro-russe. Donc ça voudrait dire plutôt que Trump va faire ce qu'il a promis pendant la campagne. Et en même temps, vous avez des gens comme Marco Rubio, comme Matt Waltz, ou comme d'autres, qui eux, ou voilà, le Exet, le nouveau ministre de la Défense, qui eux sont plutôt pro-ukrainiens et qui ont dit pique-pendre sur Poutine. Alors, du coup, je suis dans l'expectative comme vous, et je pense que ça va dépendre à la fois de ce qui va se passer sur le terrain d'ici à ce que Trump arrive au pouvoir. Là, il reste 2 mois hein, quand même, il peut s'en passer des choses en 2 mois, énormément même. On voit que la Russie a un rouble qui s'effondre, mais il bénéficie du soutien des Nord-Coréens et toujours de la Chine. Là-bas, ils sont mobilisés, et en Europe, puisque Trump n'est pas encore au pouvoir, Biden continue son même bonhomme de chemin minable, où il n'aide pas vraiment l'Ukraine, en fait, c'est là où on s'en rend compte. Et pendant ce temps, ni Scholz, qui a repris langue avec Poutine, Macron, qui forme quelques troupes françaises, mais bon, dans quelle mesure est-ce que ça va aider les Ukrainiens, l'Italie qui n'aide toujours pas, l'Espagne non plus, etc. Donc, et l'Angleterre qui aide de moins en moins. Donc, voilà. Parce que les élections anticipées en Allemagne n'auront lieu que le 23 février, donc après que Trump ait pris ses fonctions. Donc ça n'influencera pas, a priori, cette négociation. C'est Scholz qui restera là au moment où tout se jouera. Et donc, c'est du 50-50, on va dire, mais j'ai bon espoir que Trump ne cède pas les territoires conquis par Poutine, notamment Donbass, Crimée. Est-ce qu'il aura le choix? Est-ce qu'il est prêt à vraiment monter au créneau, sachant que s'il se couche, ça sera pire que pour l'Afghanistan. Ce qu'il a reproché à Biden pour l'Afghanistan, et ce qui a été relevé par un ex-membre des services de renseignement anglais, ou ex-ministre des Affaires étrangères anglais, je ne sais plus, enfin en tout cas quelqu'un d'important en Angleterre, qui a dit si Trump laisse Poutine avancer comme ça et se couche, eh bien, ça sera pire que l'Afghanistan. Donc, voilà ce que je pense. Mais finalement, vous n'avez pas vraiment de réponse à votre question. Comment pensez-vous que Donald Trump va mettre fin au conflit en Ukraine? Voilà, par une négociation de paix. Même Zelensky a dit aujourd'hui, là j'enregistre le 16, qu'il était prêt à cette négociation. Mais voilà, il y aura Poutine. Est-ce qu'il y aura Trump? Non. Donc, quand est-ce qu'elle aura lieu? Pas avant que Trump prenne ses fonctions. Et donc, d'ici là, encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut déraper encore, hein, au niveau nucléaire, au niveau armes chimiques. Il peut se passer beaucoup de choses si l'un des deux camps plie complètement. Alors, c'est plutôt l'Ukraine qui peut plier complètement que la Russie, a priori, puisque là, il continue à gagner des kilomètres dans le Donbass. Sachant que l'Ukraine développe aussi des bombes nucléaires. Enfin,
Voilà, je pense qu'il va se passer énormément de choses. Et alors après, tout dépend si des pays comme Taïwan, Israël et d'autres considèrent que si l'Ukraine tombe, eh bien c'est eux qui sont sur la liste la fois d'après. À ce moment-là, ils vont aider l'Ukraine parce que l'Europe n'aide pas assez. Ils vont compenser ce que l'Europe et les États-Unis donc n'aident pas assez. Et la Corée du Sud aussi, j'oubliais. Donc, voilà ce qu'on va voir en gros dans les 2 mois qui viennent. Je ne peux pas m'avancer parce que je ne peux pas vous dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Personne n'en sait rien en fait. Je pense que Trump lui-même ne sait pas. Donc, et il est imprévisible. Je pense qu'il veut mettre un maximum de chances de son côté et on ne saura qu'au dernier moment quelle était sa véritable vision. J'espère, je pense et j'espère qu'il ne va pas lâcher l'Ukraine. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais ça, c'est un espoir, c'est pas un fait. Alors, deuxième question, est-ce que le Pizzagate est une affaire sérieuse ou juste de la désinformation dans le cadre des campagnes politiques américaines? À l'époque, j'ai vu passer beaucoup d'articles sur Telegram, mais de sources un peu douteuses et surtout pro-russes. J'ai fait une recherche sur ChatGPT, il m'assure qu'il n'y a aucune preuve, donc je ne sais plus trop quoi en penser. Oui, donc le Pizzagate est une affaire lancée par des agents russes aux États-Unis, notamment un certain Posobiec. Voilà. Et avec Alex Jones après, et tous les pro-russes aux États-Unis, donc c'est une opération russe, ça c'est très clair. Ce sera plus rapide comme réponse. 3. Salut Jean, de quel côté seront nos gauchistes français et occidentaux lorsqu'Israël sera en guerre directe contre l'Iran? Seront-ils du côté d'Israël, une démocratie, et des États-Unis dirigés par Trump, ou du côté du régime des Mollahs, l'une des pires dictatures au monde? Les gauchistes français, oui, ils seront pris entre deux feux, là, parce qu'on l'a bien vu avec Mediapart, par exemple. Hein, j'ai fait mon livre La face cachée de Mediapart. J'ai analysé ça déjà. Ils sont pro-ukrainiens, soi-disant, mais ils sont aussi pro-islam, puisque la gauche, il y a 2 branches. Il y a les anti-islam ou les islamo-critiques à la Caroline Forest, et puis il y a les pro-islam, donc anti-Tariq Ramadan, puis il y a les pro-islam comme Mediapart, pro-Tariq Ramadan. Et donc, ces 2 branches-là, déjà, n'auront pas la même réaction. Évidemment, la branche Caroline Forest, alors, qui sont des gauchistes aussi, hein, seront du côté, évidemment, des États-Unis, même si ça leur fera mal d'être du côté de Trump, mais ils n'auront pas le choix, parce qu'en face, c'est l'Iran, et ils ne peuvent pas soutenir l'Iran d'aucune manière. BHL, etc. Donc, ça sera intéressant à suivre. Et du côté Mediapart et tous les LFI et compagnie, c'est-à-dire les gauchistes trotskistes, parce qu'il y a les gauchistes maoïstes, on va dire, puis il y a les gauchistes trotskistes. Les gauchistes maoïstes, c'est la branche macroniste. Vous voyez, Macron se dit maoïste, et c'est BHL, Fourest et tous ces gens-là. Raphaël Glucksmann, peut-être même. Quoique lui, il oscille entre deux, bon, on ne sait jamais. Et en tout cas, la branche Mediapart, donc islamo-gauchiste, là pour le coup, eux, c'est un point d'interrogation parce qu'effectivement, ils sont anti-israéliens, et donc, mais pro-islam, sauf qu'en Iran, ils défendent aussi les féministes. Donc là, ça sera une grosse dissonance cognitive pour eux, et donc ça sera intéressant de suivre ça. Je pense qu'ils vont, comme d'habitude, ils vont noyer le poisson en faisant croire qu'ils sont du côté des gentils, et comme à Gaza. Ils prennent le côté du Hamas, mais sans dire qu'ils sont pro-Hamas. Voilà, c'est facile. Donc là, ils défendront les femmes en Iran, mais sans être du côté d'Israël. Oui. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est des anguilles. Hein. C'est les gauchistes, islamo-gauchistes. Voilà. 4e question. Je voudrais savoir si Jésus a aboli l'esclavage. Ah, donc ça c'est intéressant. Il n'y a pas que des questions géopolitiques. En toutes lettres, s'il vous plaît, genre, ne prenez plus d'esclaves, ou l'esclavage est une malédiction, une mauvaise chose. Pas une interprétation foireuse, car les interprétations, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Merci. Donc, merci pour votre question. Très distinguée. Alors, je vais vous répondre. Évidemment, j'ai rédigé cette réponse pour qu'elle soit bien claire et précise. Jésus a aboli l'esclavage sans le dire. Ce sont des pays chrétiens qui ont aboli l'esclavage. Quelques décennies après la naissance du protestantisme, en 1517, l'esclavage était aboli progressivement, alors que cette pratique était commune dans toute l'humanité, toutes les races, entre races et au sein des races, depuis des milliers d'années. Donc il y a bien une spécificité de Jésus, qui n'avait pas d'esclaves, qui n'était pas violent et qui est le modèle de tout chrétien. Mais votre question suppose que Jésus est le Messie qui était attendu par les Juifs, un homme puissant qui allait détruire les méchants par la force. Mais les Juifs se sont trompés, car le royaume de ce Messie n'est pas de ce monde. C'est ce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est venu non pour condamner le monde, mais pour le sauver.
En termes moins chrétiens, on dirait qu'il est venu pour apprendre à pêcher, pas pour donner un poisson. Ce sont les chrétiens qui ont aboli l'esclavage, ils ont fini par comprendre le message de Jésus avec la vision protestante de la Bible et pas la vision papiste, et c'est le protestantisme qui a fait cela. Donc, si on est logique, on reconnaît ce fait déjà, et on développe de la gratitude envers cette foi et ceux qui l'ont suivi, car ils nous ont débarrassés d'un véritable fléau, l'esclavage qui n'a toujours pas été aboli en terre d'islam et en terre athée, parce que souvent, cette critique vient des athées. Je ne sais pas si ce souscripteur est athée, c'est tout à fait son droit. Moi, je l'ai été 36 ans, mais enfin voilà. Et donc, les Ouïghours, les Falun Gong et d'autres sont des esclaves actuellement en Chine, dans des camps de concentration. En Corée du Nord, pareil, pour les Nord-Coréens. Et puis, dans des pays islamiques comme la Mauritanie ou d'autres, il y a toujours de l'esclavage aussi. Par ailleurs, votre question pose également un problème du point de vue logique. Savez-vous ce qui se serait passé si Jésus avait dit « abolissez l'esclavage » Non. Qui vous dit que l'esclavage aurait été aboli, et ce durablement comme aujourd'hui? Vous ne le savez pas. Moi non plus, mais Dieu le sait, puisqu'il sait tout. Donc comme l'hétérotélie, c'est-à-dire faire des actions et il se passe autre chose que ce qu'on avait prévu, comme l'hétérotélie sur l'esclavage et sur le reste, il la connaît, contrairement à vous et à moi. Et donc, si les conséquences avaient été inverses et que l'esclavage avait été maintenu, peut-être que vous seriez un esclave et vous ne pourriez pas poser votre question. Donc, il ne faut pas pécher par orgueil, en croyant tout savoir, alors qu'on ne sait rien et qu'on dépend de Dieu pour savoir quoi que ce soit. Sans Dieu, on n'est sûr de rien, et même du fait qu'on est sûr de rien. C'est l'absurde. Par ailleurs, rien ne permet de condamner l'esclavage sans Dieu. On parle bien du Dieu qui a libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, et qui en a fait le symbole de la libération de son peuple. Donc oui, Jésus a bien aboli l'esclavage, mais ceux qui ne croient pas en Jésus n'ont pas aboli l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage en terre, en terre protestante, il y en a encore en terre athée et musulmane. Je répète. Finalement, si vous êtes athée, vous n'avez aucune manière de condamner l'esclavage, car l'athéisme n'est pas un système moral. Un système moral nécessite la vérité et les notions de bien et de mal. Or, c'est Dieu qui les définit, sinon c'est l'homme, et à ce moment-là, l'esclavage peut devenir moral, comme il l'a été pendant des milliers d'années. Si vous-même vous croyez que l'esclavage est mal, ce n'est pas grâce à votre morale, c'est grâce à Dieu, qui nous a fait comprendre, aux hommes, à nous, que l'esclavage était immoral. Si en plus vous êtes évolutionniste, de grandes chances que vous le soyez, parce que la plupart des gens le sont, vous croyez que vous êtes l'évolution d'une bactérie. Voilà. Il n'y a aucune morale là-dedans. Tout peut se justifier, y compris l'esclavage. L'esclavage permet la survie des esclavagistes. Donc un évolutionniste pourra tout à fait justifier l'esclavage. Pas un chrétien, qui croit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et mérite donc le respect. Les esclavagistes protestants, parce qu'il y en a eu, et je ne le nie pas, peuvent être condamnés au nom de Jésus et de la Bible. Pas les esclavagistes musulmans, puisque Mahomet a justifié l'esclavage, pas les esclavagistes athées et communistes, puisque le communisme est un esclavagisme. Il faut noter d'ailleurs que les Lumières et les encyclopédistes n'étaient pas des militants pour l'abolition de l'esclavage. Certains, comme Diderot, l'ont critiqué, mais jamais demandé son abolition, et Voltaire était même un négrier. Alors ChatGPT indique, malgré les critiques philosophiques et morales de l'esclavage par plusieurs penseurs des Lumières, il faut noter que ce mouvement n'était pas uniformément abolitionniste. La société européenne du XVIIIe siècle restait largement dépendante des profits tirés du commerce triangulaire et de la traite des esclaves. Certains philosophes des Lumières, tout en dénonçant les aspects inhumains de l'esclavage, considéraient que les sociétés africaines étaient inférieures ou arriérées par rapport aux sociétés européennes, ce qui a contribué à maintenir des préjugés racistes. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je vous remercie de me l'avoir posée. Ça a permis de clarifier certaines choses. Alors, 5e question. Bonjour Jean, dans quel livre ou article peux-tu trouver les preuves que le communisme Russie-Chine est derrière le lobby LGBT et le wokisme? Alors là, je vais devoir partager un certain nombre d'articles, justement. Et donc, merci pour cette question, parce qu'il y a eu effectivement pas mal d'articles, mais rarement en français, voire jamais. Donc, ici, vous avez par exemple la BBC. Alors déjà, voilà, important de savoir que la Chine, elle interdit le wokisme chez elle. Les médias n'en parlent jamais, mais voilà, elle interdit ce qu'elle promeut et ce qu'elle finance souvent à l'étranger, notamment en Occident, pour nous détruire. Parce qu'elle sait que le LGBTQ poussé à l'extrême, le wokisme poussé à l'extrême, détruit les civilisations qui l'adoptent. Et d'ailleurs, l'Occident n'étant pas communiste, mais étant infiltré par le communisme, ce sont les communistes qui poussent le wokisme et le LGBTQ. Or,
les libéraux conservateurs, c'est ça l'Occident, il s'est élevé au-dessus des autres civilisations parce qu'il était libéral conservateur, et notamment protestant et capitaliste. Donc, le capitalisme détruit le wokisme et le protestantisme détruit le wokisme. On le voit avec l'arrivée de Trump, mais on le voyait déjà avec DeSantis et avec Get Woke, Go Broke. Donc, la Chine interdit le wokisme et le LGBTQ chez elle. Par contre, elle le promeut chez nous, hein, notamment via TikTok. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc TikTok est interdit en Chine. Hein. C'est pour ça notamment, c'est pour avoir... donc là, vous avez un autre article paru dans le Daily Beast, et donc qui dit que TikTok influence la génération Z, donc c'est les plus jeunes, avec la propagande sur la thérapie de la conversion, c'est-à-dire faire croire qu'on peut changer de sexe et tout ça, vous connaissez bien. Voilà. Ensuite, là, vous avez un autre article paru dans Gay Times sur donc toujours la Chine. Alors, pardon, j'ai mal partagé parce que voilà, j'ai mis ça, il ne faut pas. Voilà. Donc, TikTok est devenu une plateforme de diffusion pour les LGBTQ. Okay. Donc ça, c'est les Gay Games ou les Gay 40 Times ou je ne sais pas quoi, Gay Times. Bon, c'est une plateforme LGBTQ qui fait l'apologie de TikTok parce qu'eux ne font que pousser cette propagande. Et il faut savoir que la Chine aussi a financé largement Black Lives Matter. J'en ai parlé dans mes vidéos réservées aux souscripteurs, j'en ai parlé dans des interviews aussi. Là, je vous montre un des multiples articles qui le prouvent, ce qu'on ne nous dit jamais dans l'opposition contrôlée notamment, parce que la Chine n'existe pas pour ces gens-là, ou alors c'est la force du bien parce qu'elle s'oppose aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc là, vous avez le Washington Post, The Forgotten Alliance Between Black Activists and China. Donc l'alliance oubliée entre les activistes noirs et la Chine, et ça ne date pas de Black Lives Matter, puisque déjà les Black Panthers étaient financés par la Chine communiste. Donc voilà, et puis même si on revient dans les années 1920, il y a un siècle, les communistes aux États-Unis voulaient pousser les Noirs contre les Blancs, pour que ça mène à la guerre raciale et ethnique. Par ailleurs, j'ai fait des vidéos sur l'influence de la Chine sur l'extrême gauche en Europe et aux États-Unis. Je vous montre une des sources sur lesquelles je me suis appuyé, parce que, évidemment, ça va au-delà de tout ça. Là, franchement, vous avez toutes les preuves, mais pas en France. Voilà, en France, il n'y a quasiment rien, en effet, et c'est pour ça qu'on est sous-informé. Là, on n'est pas désinformé, si on ne nous en parle quasiment pas, on est sous-informé. En fait. Donc là, ça met un peu de temps à se charger, mais voilà, c'est... ouais, ça met du temps. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est une analyse de l'influence des... Voilà. Donc c'est une analyse de l'Union européenne. From the fringes to the forefront, how extreme parties in the European Parliament can shape EU-China relations. Donc c'est sur, en gros, le lobbying de la Chine sur les institutions de l'Union européenne. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à vos questions. Sinon, vous me demanderez en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme précision supplémentaire. Alors, je continue. 6e question. Peut-on fréquenter une église évangélique non calviniste sans risque spirituel? Oui, à condition de rester dans la branche protestante, c'est-à-dire luthérienne. Alors, il faut faire attention là aussi, parce que même le critère à choisir, c'est même pas est-ce que ce sont des protestants affirmés, puisque la plupart des protestants affirmés aujourd'hui croient au libre arbitre humain, ce qui n'est pas conforme à la théologie protestante réformée. Donc, il faut regarder, vous allez dans une église, bon, c'est mieux, parce que si vous allez dans une église catholique, eux, ils professent le libre arbitre humain, donc ça, c'est réglé. Mais chez les protestants réformés, vous connaîtrez la vraie doctrine d'une église si elle est contre le libre arbitre humain. Voilà. Vous posez la question au pasteur, s'il vous dit le libre arbitre humain existe et on peut choisir Dieu, bah, fuyez. Voilà, c'est faux, c'est la fausse doctrine, c'est ce qu'on retrouve dans tous les cultes ou toutes les sectes de l'Église catholique, hein, qui est une secte qui a réussi, aux Mormons, en passant par les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout ça croit au libre arbitre humain, contrairement aux protestants réformés. 7e question. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il parlait des simples d'esprit? Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je m'étais déjà penché sur la question, et vous allez voir comment. Alors, en fait, c'est une mauvaise traduction. Et je ne sais pas pourquoi, mais Matthieu 5,3 dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ce n'est pas les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est une erreur de traduction et donc d'interprétation, hein, souvent par les athées. Et notamment, je l'ai entendu sur la chaîne de mon homonyme Charles Robin. Je lui avais indiqué à l'époque, c'était il y a 4 ans,
Alors, il n'a pas daigné me répondre, évidemment, parce que ces gens-là, ils parlent de religion, ils n'y comprennent rien, mais quand on les corrige, ils ne tiennent pas compte de vos commentaires. Alors, là, je vais vous partager justement sa vidéo, au moment où il en parle, que j'ai retrouvé du coup. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Oui, parce que je fais toujours la même erreur. Alors, voilà, c'est celle-là. Donc, c'est une vidéo que je vous invite à regarder en entier, parce que là, vous aurez les erreurs, évidemment, puisque la quand nudité, c'est... quand il veut interpréter la parole divine. Donc, ici, c'est à, alors je ne sais plus à quelle minute c'est à la 16 minutes 30. Donc, on va voir ce qu'il dit. Voilà. Dans la Bible, le Christ dit « Heureux les simples d'esprit ». Et ça, on peut en donner une interprétation en rapport avec le péché originel. Le simple d'esprit, ce n'est pas l'idiot, ce n'est pas l'imbécile. Quoique le mot imbécile, j'ai fait une petite recherche justement pour pouvoir en parler, l'imbécile, étymologiquement, c'est celui qui est sans béquille. La béquille étant l'allégorie de la connaissance sur laquelle on peut s'appuyer pour évoluer, pour avancer. La culture, ce serait la béquille de l'être. Et si la connaissance, c'est la béquille de l'être, l'imbécile, c'est celui qui n'a pas cette béquille. C'est peut-être celui qui n'a pas besoin de la connaissance pour être dans un rapport immanent à l'être. Si vous préférez, le simple d'esprit, c'est celui qui ne se pose pas la question puisqu'il est dans un rapport immédiat à l'être. Et la nudité ne lui pose pas de problème au simple d'esprit parce que pour lui, il n'y a pas de honte à avoir d'une situation naturelle, il n'y a pas de honte à avoir d'une sorte d'évidence de l'être, puisque la nudité, c'est l'évidence de l'être, on ne naît pas habillé. Avoir honte de sa nudité, c'est ne plus être dans l'unité de l'être, c'est être passé du côté de la dualité, de ce processus de séparation, d'où naît l'image et la représentation. Ok, donc voilà ce que prétend Charles Robin. Donc il se trompe évidemment. Pauvres en esprit, c'est ceux qui ne s'appuient pas sur leur propre sagesse, mais sur celle de Dieu. Donc il a tout faux, évidemment. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc il part sur une logique qui est fausse. C'est souvent comme ça avec les athées, ou même des catholiques qui pourraient penser comme ça. Donc la science a balbutié pendant des milliers d'années parce que l'homme a cherché par lui-même à découvrir les lois de l'univers, par exemple. Mais à partir du protestantisme et de Francis Bacon notamment, qui trouve dans la Bible les clés de la sagesse et notamment la démarche scientifique, la science moderne apparaît et c'est un pays protestant qui va sur la Lune et qui invente Internet et qui fait la révolution industrielle et scientifique aussi. Donc vous avez des versets à l'appui de ce... Parce que nous, protestants, voilà, c'est la Bible notre autorité finale, c'est pas l'Église catholique ou je ne sais qui. Et donc, on doit démontrer, vous voyez, c'est ça la démarche rationnelle. On a un texte que tout le monde peut regarder, donc ça aussi c'est rationnel. Donc c'est une foi, la foi est irrationnelle, mais elle se base sur une vérification qui mène à la raison, pour vérifier ce qu'on dit et pas partir dans des délires. Donc Proverbe 18.2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Daniel 2.21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, parlant de Dieu, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Romains 1.22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et finalement, il y en aurait beaucoup d'autres, mais Proverbe 3.5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Donc c'est ça, être pauvre en esprit, et donc mériter le royaume de Dieu. Voilà, j'espère que c'est plus clair, parce que c'est pas forcément évident, justement, quand on est athée, on comprend pas, et moi quand j'étais athée, je comprenais pas non plus, donc j'en veux pas évidemment à Charles Robin. Alors, 8e question. Est-ce normal pour un chrétien de se sentir plus proche du Nouveau Testament que de l'Ancien? Oui, c'est normal parce que le Nouveau Testament, c'est Jésus, donc le voile qui avait été gardé et maintenu volontairement par Dieu pendant tout l'Ancien Testament est levé. Donc là, on a la vérité, c'est Jésus la vérité, alors qu'avant, on avait son ombre. Et donc, on peut s'en sentir plus proche, en effet. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'hérésie du marcionisme, comme Soral et d'autres, qui sont souvent, c'est souvent par antisémitisme qu'on tombe là-dedans d'ailleurs, qui consiste à dire bah, l'Ancien Testament, poubelle, parce que c'est les Juifs, et puis de toute façon, Jésus, c'est ce qui compte, etc. Non, Jésus cite l'Ancien Testament à l'appui de ses propos, et la Genèse, par exemple, vous ne pouvez pas la balancer. Donc, voilà, la Genèse, par exemple, je m'en sens aussi proche que de tout le Nouveau Testament, vous voyez. Donc, ça dépend en fait de quoi on parle. Là, on va plutôt parler de Deutéronome ou voilà, les premiers
les premiers livres, en effet, à part la Genèse, ça on peut s'en sentir un peu éloigné parce que c'est ce qui établissait des lois pour les Juifs et ça ne nous concerne plus. Alors, 9e question. As-tu vu la série documentaire Netflix The Last Dance sur les Chicago Bulls? Donc rien à voir, là on passe dans le sport. Si oui, qu'en as-tu pensé? Merci et bon courage. Ah oui, je l'ai vue quand elle est sortie. Donc c'était très intéressant et ça m'a permis de redécouvrir ce que je connaissais déjà, hein, Jordan, mais je ne l'avais pas suivi autant que ça. Et par contre, ça a permis, en plein Covid, à beaucoup de gens, notamment des jeunes, de découvrir la Jordan et de voir à quel point la NBA avait changé aussi, et notamment sous l'influence de la Chine communiste. Hein. Ce n'est pas moi qui reviens à mes obsessions, mais il faut savoir qu'il y a un lien très fort. J'avais fait une vidéo déjà là-dessus il y a 4 ans et demi sur les liens entre la NBA et la Chine communiste. La NBA a été vidée de toute sa substance, avec notamment le leadership de LeBron James, qui est un des pires collabos de la Chine. Et donc là, il arrive à la fin de son règne, mais il s'accroche, hein, parce que voilà, et la NBA chute dans les ratings, dans les audiences, moi je ne trouvais plus le mot français, parce que ces athlètes-là n'ont rien à voir avec ce qu'était Jordan. À son époque, il disait, il le critique lui-même d'ailleurs, on donne des dizaines de millions de dollars au gars qui vient d'arriver, donc il n'a même pas ses preuves à faire. Et donc, ça n'encourage pas, ça pousse plutôt, voilà, comme quand on voit des gens comme Ja Morant, par exemple, pour ceux qui ont suivi un peu, c'est quelqu'un qui, une année sur deux, montre un gun et se fait virer pour 6 mois. Et donc, déjà 2 fois. Donc, c'est cette culture, en plus des gangsta rap, culture ghetto, etc., qui ressort. Donc là, la NBA n'est plus, comme au temps de Jordan, quelque chose qui est positif, qui favorise l'effort. Alors, ça, c'est tout LeBron James qui a fait tomber ça avec la facilité, avec l'argent facile, d'où les deals avec la Chine. Donc là, les États-Unis, avec le retour de Trump, en plus, va vraiment sortir, je pense, de ce délire. Et il y a une nouvelle génération avec Victor Wembanyama, justement, qui était en match hier face à LeBron James. Il a perdu de peu, mais il a fait un bon match. Et qui va, j'espère, remettre au goût du jour le goût de l'effort, les risques. Parce que si on voit les All-Star Games, maintenant, c'est n'importe quoi. À l'époque de Jordan, c'était génial. Donc, j'ai bien aimé cette série Last Dance. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Jordan, c'est un symbole du sport. Après, mon problème avec Jordan, c'est qu'il a été idéalisé, idolâtré même, et qu'un de ses surnoms, c'est le Jésus noir. On parlait de Jésus tout à l'heure, donc ça, c'est catastrophique. Et je peux relier ça aussi au libre arbitre humain. Quand on sait qu'on n'a pas de libre arbitre humain, on sait que Jordan n'est pas si extraordinaire que ça. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire autre chose que ce qu'il a fait là. Et que grâce aux protestants qui ont inventé le basket, hein, c'était un Canadien qui a inventé le basket, il a pu exprimer son talent, alors que si ce sport n'avait pas existé, il n'aurait jamais pu le faire. Et devenir une star mondiale, etc. Donc ça, c'est la créativité, le génie protestant, voilà, une fois de plus, qui se traduit ensuite dans des succès qui ne sont pas garantis de durée. Comme on le voit, dès que on perd le goût de l'effort, qui est dans la culture et l'éthique protestante, bien décrite par Max Weber, eh bien on tombe dans voilà, ce qu'on voit avec la NBA depuis 20 ans, ce qui m'a fait moi complètement me désintéresser de la NBA, et beaucoup d'Américains aussi. Donc là, il s'agirait que LeBron dégage, hein, il est vieux maintenant, tu dégages, et que cette ère-là, ça passe de l'ère LeBron à l'ère Wembanyama, et que Wembanyama, qui est vraiment un garçon admirable. Bon, déjà, il a une taille, il est français, mais il a aussi un goût de l'effort, un goût du risque, il veut jouer tous les matchs, etc. Donc, il n'y a pas un load management, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire que les sportifs veulent jouer un minimum de matchs, alors qu'avant, Jordan jouait tous ses matchs quasiment, donc les 82 dans la saison. Et il disait, bah voilà, les gens ont payé pour venir me voir, c'est normal que je sois là. Et donc, c'était une autre éthique. Je ne dis pas que Jordan incarne la perfection, etc., loin de là, puisque lui aussi, il est tombé ensuite dans le piège de la Chine. Il a accompagné le mouvement au lieu de le dénoncer. Il s'est beaucoup enrichi grâce à ça. Donc, voilà, ça c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, voilà ce que je pense en gros sur cette question. Intéressante, et on ne m'a jamais posé la question, donc voilà. Ensuite, quel est votre avis sur Tulsi Gabbard? Alors là, on change complètement, donc c'est la nouvelle responsable des services de renseignement américains, et j'en pense énormément de mal, hein. Évidemment, là, j'aurai l'occasion d'en parler avec mes amis lors de la conférence internationale anticommuniste numéro 8, qui aura lieu, donc je vous l'annonce, le 29 novembre à donc 10h du soir, heure de France métropolitaine, si vous voulez le voir en anglais, et après je ferai un résumé en français pour mes souscripteurs. Donc raison de plus pour souscrire, et vous pourrez me soutenir comme ça, ce travail de journalisme indépendant que je fais seul, et donc je leur dirai à quel point je suis déçu, voire même que c'est un acte de trahison.
Alors, je ne dis pas que Trump est un traître, évidemment, mais là, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'il peut mettre une ultra pro-russe à la tête de tous les services de renseignement américains? C'est-à-dire que c'est celle qui briefe le président, quand même. Donc, elle sera la femme la plus informée au monde, c'est la première puissance mondiale, et donc elle pourra trier les informations qu'elle donnera à Trump et donc le manipuler. Donc, c'est très grave, puisque elle est très proche de Poutine et de Bachar el-Assad. Donc, imaginez Julien Rochdi. En gros, c'est sa position. En plus, elle vient de la gauche, des démocrates et tout ça. Imaginez Julien Rochdi, conseiller de Trump et dirigeant tous les services secrets américains. C'est à peu près ce qu'on a. Et donc, si vous connaissez un peu mon avis sur Julien Rochdi, vous aurez mon avis sur Tulsi Gabbard. Donc, 11e question. Bonjour Jean, je ne comprends pas comment la Chine nous met sous perfusion économique. Ont-ils une influence sur notre dette? Merci pour votre réponse. Oui, ça je l'ai révélé il y a pas mal de temps maintenant. La Chine détient 25% de notre dette. Donc c'est le premier détenteur étranger de notre dette. Et donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils nous tiennent. En plus, ils tiennent notre oligarchie. Donc on les finance. On les finance à hauteur de 150 millions d'euros par an via l'Agence française de développement. La deuxième puissance mondiale, on la finance. Donc c'est de la folie. Et il faut qu'on arrête ce délire. Mais voilà, c'est une preuve de plus que ce que je dis est vrai. Et tout le monde met ça de côté, mais pourtant, c'est central. 12e question. Bonjour Jean, que pensez-vous? Si ou quand l'Ukraine et la Russie auront trouvé et signé des accords de paix, et non au détriment de l'Ukraine, que l'Union européenne reprendra normalement, comme si de rien n'était, leur business avec la Russie et recevront Poutine à nouveau comme ils le faisaient auparavant avec les honneurs, etc. Oui, alors je pense que c'est tout à fait possible et probable. Rappelez-vous, j'ai bien démontré, notamment dans ma vidéo réservée aux souscripteurs, Union européenne contre OTAN, et je crois que je l'avais mise en public justement, tellement elle était importante, donc vous devez la retrouver sur cette chaîne même en gratuit. J'ai bien démontré que l'OTAN est du côté occidental, mais l'Union européenne est du côté russo-chinois. Et ils font tout pour le cacher, mais ils ont du mal, franchement. Et là, c'est pour ça que l'Ukraine n'y arrive pas. C'est parce que l'Union européenne n'est pas derrière elle, ne met pas tous ses moyens pour détruire Poutine et aider l'Ukraine, comme les deux principaux piliers de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Donc, oui, c'est tout à fait possible qu'effectivement tout redevienne comme avant et qu'on oublie, voilà, on s'embrasse et on oublie, comme dit je ne sais plus qui, et c'est reparti comme en 40, quoi. Jusqu'à ce que Poutine réattaque. Enfin, ils avaient déjà fait ça avec la Géorgie en 2008, avec la Crimée en 2015, et donc ils referaient ça après l'Ukraine en 2024. Ça, j'y vois aucune difficulté. Même si, alors la petite différence quand même, c'est que cette fois il y aurait Trump, et que pendant que Trump est là, peut-être il dirait faut arrêter vos conneries. Mais finalement, si Trump a négocié la paix avec la Russie, il ne pourra pas faire autrement, à mon avis. 13e question. Bonsoir Jean. J'entends dans une de vos dernières vidéos que vous êtes à fond pour Israël. Non, je ne suis pas à fond pour Israël. Je suis pro-israélien parce que je suis anti-islam et pour la démocratie du Moyen-Orient qui fait le ménage. Donc vraiment, ils font le travail que nos propres gouvernements n'ont pas su faire face au Hezbollah, qui a pourtant tué des militaires français par dizaines et fait des attentats en France. Donc ça me paraît compliqué d'être contre Israël. On serait contre la France, en fait. C'était le bon positionnement pendant la 4ème République. La France était du côté d'Israël. C'est suite à la 5e République et à ce De Gaulle de malheur qu'on est passé de l'autre côté, du côté des ennemis d'Israël et donc des islamistes. Et donc c'est pour ça qu'on se prend notamment une immigration massive de la part de pays musulmans. Alors que si vous donnez les moyens au Hamas, ils feront un génocide. Israël a les moyens de faire un génocide, ils ne le font pas. Donc c'est ça la différence. Que pensez-vous des bombardements contre la Palestine? Merci. Et donc sur cette question, comme Marco Rubio, donc le nouveau ministre des Affaires étrangères de Trump, tout est de la responsabilité du Hamas. Voilà. Donc là-dessus, je suis aligné avec le ministre des Affaires étrangères de Trump. Ça fait plaisir parce que pendant 4 ans, là, on a eu Blinken, qui est un ami personnel de Jean-Pierre Raffarin, comme ministre des Affaires étrangères américaine, et donc je n'étais pas aligné sur sa position. Et donc, Marco Rubio, il dit que le Hamas se rende et libère les otages, et il n'y aura plus de bombardement. Voilà. Donc tout est de la responsabilité du Hamas, c'est tout. Et Israël, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter les morts civiles. Mais comment vous distinguez un terroriste du Hamas d'un civil déjà? Ils se planquent sous les hôpitaux, dans leurs tunnels de Hara, etc. Voilà, il faut parler de tout ça et pas tomber dans une propagande à la Aymeric Caron ou à la Alain Soral. C'est les mêmes. Ensuite, 14e question, bonsoir Jean. Pensez-vous que Trump est obligé d'aider les Ukrainiens pour arrêter la guerre plutôt que de négocier avec Poutine? Bon, voilà, donc c'est la même question qui revient. Ensuite, 15e question, pourquoi Olaf Scholz négocie avec Poutine? Merci pour vos vidéos.
Mais il négocie parce que c'est un lâche, parce que c'est un collabo et parce qu'il va bientôt partir. Là, il sait qu'il ne gagnera jamais les élections depuis que sa coalition s'effondre. Et donc, il fait tous. Là, les 2 mois qui restent avec Scholz vont peser dans la balance, justement, en défaveur de l'Ukraine, puisque là, Zelensky est fou furieux qu'il ait repris les négociations avec Poutine. L'idée, c'était de diaboliser Poutine, et là, Scholz le réhabilite. Et je pense que le prochain, évidemment, ce sera Macron. Alors lui, il ne va pas pouvoir s'en empêcher, puisque ça fait 2 ans et demi qu'il n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas humilier Poutine, etc. Donc voilà, c'est tout. 16e question. Bonjour Jean, merci de nous donner la parole. La guerre en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a déclaré le 16 novembre que l'Ukraine devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir la fin de la guerre par la voie diplomatique avec la Russie l'année prochaine. La situation dans l'est de l'Ukraine étant difficile et la Russie progressant, or, certains pays, dont la France, l'Angleterre et la Pologne, s'emploient à contrecarrer les promesses de Trump qui a déclaré vouloir mettre fin à cette guerre, ne voulant plus que les Américains contribuent à la financer. Que pensez-vous de ce nouveau paysage politique ? Bon, voilà, j'ai déjà un peu répondu. Mais que la France contrecarre les promesses de Donald Trump, non. La France n'est pas du bon côté, parce qu'elle est dirigée par des collabos. Donc Macron peut faire illusion en formant quelques troupes qu'il va envoyer, ou envoyer quelques Césars ou quelques Mirages, mais très tard, pas assez, et tout en achetant massivement le gaz russe. Donc c'est le contraire. Et malheureusement, il ne faut pas compter ni sur l'Angleterre de Keir Starmer, ni sur la France de Macron. Éventuellement, oui, sur la Pologne de Tusk. Mais déjà, Tusk, c'est moins impliqué que le PIS, qui était là avant. Donc malheureusement, là, le déroulement et de la guerre et de la politique fait que, malheureusement, l'Ukraine va être poussée dans ces derniers retranchements. Mais tous les sacrifices qu'ils ont faits au niveau de leur population, au niveau de leur courage, enfin, tout ça, tous les réfugiés là qui vivent par millions en Pologne et ailleurs, ça, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Donc, c'est un vrai dilemme. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Et donc, là, Trump va être essentiel. Ses capacités de négociation et sa volonté d'aller dans le sens de l'Occident, j'espère, vont le pousser à faire le moins de compromis possible avec Poutine. Voilà, qui pourraient devenir des compromissions. Alors, Covid-19, armes biologiques et vaccins expérimentales, l'un et l'autre ont tué et tuent des millions de personnes dans le monde. Oui. Crise cardiaque, AVC, cancer foudroyant, thrombose, problèmes neurologiques, système immunitaire affaibli et autres. Il va falloir des décennies pour que la santé des populations se rétablisse. Je suis bien d'accord. Pourtant, les rédactions qui ont les moyens d'enquêter sur l'origine du virus ainsi que sur les effets indésirables, pour qu'il y ait une prise de conscience universelle pour retirer les vaccins RNM et soigner les gens de ce produit avant qu'ils ne décèdent, font le contraire, en tout cas en France. Et oui, ils n'ont même pas informé les gens que c'était un vaccin chinois, en fait. Enfin, c'était Fosun Pharma qui était derrière. Donc le virus, on sait qu'il est chinois, même si on n'a pas le droit de le dire. Alors là, Trump, qui en parlait, revient, donc on va l'entendre un peu plus souvent. Quant au vaccin, on n'a jamais su qu'il était chinois. La sécurité sociale continue à faire campagne et adresse des courriers pour bénéficier gratuitement de ce produit. Oui, et puis je rajoute, puisque un des souscripteurs m'en a informé, que notre armée a toujours obligation d'être vaccinée avec ce vaccin Covid pour aller en OPEX, en opération extérieure. Selon vous, pourquoi cet entêtement ? Est-ce que JFK aura le courage de demander des comptes à la Chine et à la France ? Alors non. JFK, alors là aussi, c'est comme Tulsi Gabbard, c'est comme Matt Gaetz, malheureusement, ça fait partie des 3 ou 4 nominations de Trump. Vivek Ramaswamy, ça c'est moins grave, mais RFK Jr. est un collabo des Russo-Chinois. Il a fait tout depuis 3 ans ou 4 ans pour qu'on détourne l'attention de la Russie et de la Chine, et notamment de la Chine, et tout mettre sur le dos des laboratoires américains. On connaît bien ce discours dans l'opposition contrôlée française. Et donc là, c'est de très mauvais augure par rapport, alors je ne sais pas s'il aura une influence, lui en tant que ministère de la Santé américain, il va principalement se concentrer sur la santé américaine. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères, heureusement. Et donc, non, il ne va pas demander de compte à la Chine, ce sera Trump qui en demandera, en tout cas on peut l'espérer, à la France aussi, normalement, parce que c'est nous qui avons livré le P4. C'est ça qui était beaucoup plus grave que tout ce qu'a pu faire Fauci, qui était grave aussi, mais moins. Voilà. Alors, 18e question. Le climat, dans les rédactions, le Covid-19 étant mis au placard, oui, pour l'instant, le matraquage bat son plein pour le climat. Les inondations cataclysmiques en Espagne, dans les régions désignées comme jardins de l'Europe, sont une nouvelle aubaine. Ces catastrophes naturelles sont-elles vraiment naturelles ? Les complotistes parlent de la thérapie de choc pour les spéculateurs et la finance afin de faire main basse sur les terres agricoles tant convoitées valant de l'or pour reconstruire un nouveau modèle. Ville 15 minutes, ça je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite pour les souscripteurs en effet, concentration de terres agricoles, etc. Y a-t-il des programmes à ce sujet ? D'où viennent-ils ? Alors non, ça, je ne suis pas au courant de programmes à ce sujet. C'est sûr que c'est l'idéologie dominante.
le réchauffisme, voilà, il faut pousser ça, poussé par Davos, poussé par l'ONU, poussé par tout le mondialisme, là, qui est infiltré au plus haut point par la Chine et parfois par la Russie. Et donc, c'est normal que tous ces petits agents, voilà, Pannier-Runacher en France, Young Leader de la France Fiona Foundation, ministre de la Transition écologique, et elle n'a pas bougé, vous avez remarqué. Hein. Les gouvernements passent, mais elle reste. Donc voilà, c'est ça le projet, c'est ça le programme, c'est le programme de la Chine communiste, c'est ce modèle communiste chinois, c'est-à-dire on fait des usines à charbon à fond chez nous, mais on hurle au réchauffement climatique et on incite l'Occident à lutter contre, pour détruire son industrie. Donc c'est Sun Tzu, voilà, c'est de la stratégie, et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a tout compris. Et on désigne la Chine comme ennemi principal avec le communisme international, et ses alliés, bien sûr. Communistes et islamiques, voilà, qui vont tous dans le même sens. Hein. Alors même si voilà, l'islam a plus d'intérêt à maintenir le pétrole, évidemment, puisque vous avez tous les pays de l'OPEP, c'est souvent des pays musulmans, ou un autre allié de la Chine, le Venezuela. Mais, 19e point, la pédocriminalité, affaire Epstein, affaire Puff Daddy. Aux États-Unis, les noms sont divulgués. Oui, pas tous, hein, loin de là. S'ensuivent procès, condamnation et emprisonnement. En France, en dépit des révélations, y compris de noms, il n'y a aucun procès retentissant pour mettre un frein à cette abomination. Au contraire, les criminels sont accueillis à bras ouverts dans les rédactions. À part Arte, chaîne élitiste, ce sont des petits médias, des youtubeurs, des journalistes indépendants, vous-même, qui prenez à bras-le-corps cette horreur. Donc oui, parce que j'ai commis le livre La véritable affaire Matzneff, dont quasiment personne n'a parlé à part Carl Zero, pour informer les gens de la rue à plus grande échelle. Sinon, il faut remonter il y a plus de 20 ans au documentaire diffusé par France 3 avec l'enquête d'Élise Lucet. Pourquoi en France les affaires sont-elles enterrées ou révélées en les orientant ? Secte, loup solitaire, manque de moyens, complicité et omerta. En attendant, les enfants sont sacrifiés. Donc, la réponse est assez simple. Hein. Merci pour cette question. Donc, c'est l'oligarchie française qui est communiste. Moi, je la qualifie de 3 manières. Elle est raciste, dans la main de la Chine communiste, et pédocriminelle. Voilà, et c'est démontré. Alors, pourquoi après c'est comme ça. Quand vous avez créé chez vous le communisme, comme la France, et même si vous lui avez coupé la tête en coupant la tête à Robespierre, il est réapparu ensuite sous une autre forme, plus douce, soi-disant, le socialisme, avec la Troisième République, qui est au pouvoir quand même depuis assez longtemps. La Commune de Paris, que j'oublie pas quand même, mais qui a été écrasée, et heureusement. Et donc, depuis la Troisième République, depuis 1870, on vit dans cet état d'esprit où on permet tout. Enfin, c'est le jouir sans entrave qu'on a revu à l'occasion de mai 68 et qui s'est incarné à merveille, je dirais, avec Matzneff. Voilà, et qui a été protégé depuis 50 ans et qui n'a pas fait un seul jour de prison. Voilà. Ensuite, 20e question. L'éducation sexuelle pour les enfants. L'OMS, dans ses programmes, dès 2002, préconisait l'éducation sexuelle pour les enfants, à l'école maternelle et primaire, 3 et 4 ans, stipulant que ce programme n'était pas obligatoire. Or, la France l'a adopté depuis septembre dernier, malgré l'alerte et le désaccord des pédopsychiatres et médecins qui parlent de trauma psychologique et conséquences calamiteuses à vie. Que faut-il en conclure ? Voilà, c'est la même chose. Hein. L'OMS, donc infiltrée par les communistes, parce qu'avant la Chine, il y avait l'URSS. C'est pour ça que Trump avait retiré le budget américain de l'OMS, hein, et que c'est pour ça que Biden l'a remis une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Donc là, on a bien encore une gauche et une droite aux États-Unis. Même si la droite est de moins en moins de droite, elle reste encore de droite. C'est pour ça que je soutiens, moi, Trump, et que j'espère qu'il a dit tout ce qu'il a dit pendant la campagne parce que c'était la campagne, et pendant la campagne, on dit des choses souvent qui sont faites pour être élus, et pas forcément parce qu'on va les mettre en place. Donc pour une fois, des mensonges électoraux nous permettraient quand même de nous réjouir qu'ils ne soient pas tenus, vous voyez. Donc, pour une fois. En tout cas, espérons-le, mais au niveau de l'OMS, oui, c'est clair que c'est ces gens-là. Donc depuis 2006, c'est dirigé par un agent du Parti communiste chinois, Margaret Chan, entre 2006 et 2017, et depuis 2017, Tedros Ghebreyesus Adhanom, qu'on connaît bien, hélas, et qui a fait tout ce qu'il a pu pour soutenir la Chine pendant cette pandémie, alors que ça venait de Chine. Voilà. Le 21e question, plusieurs questions sur la carte du QI. La conversion au protestantisme augmente-t-elle le QI ou faut-il avoir grandi dans un milieu protestant pour que son QI soit plus élevé qu'il ne l'aurait été dans un milieu déchristianisé ? Donc voilà, mes vidéos, j'en profite pour le dire, sur la carte du QI et mon débat à distance avec Conversano, qui refuse donc le débat par lâcheté et par couardise, a permis quand même à certains identitaires de revenir un peu à la raison et de se dire, bon, là, il y a quand même des faits, il faut qu'on en tienne compte, et donc j'aimerais creuser, et donc ça fait partie des questions qui se posent, et c'est très bien. Donc, je répète,
Non, je ne répète pas, donc je réponds plutôt. Il n'existe pas d'études scientifiques à ma connaissance sur la conversion au protestantisme et le QI. C'est pratiquement impossible. Moi, par exemple, je suis converti à 36 ans, mais je ne savais pas quand, ni que je serais converti. Vous voyez. Donc, il aurait fallu qu'on me fasse passer un test de QI quand j'étais athée, puis qu'on attende éventuellement que je sois converti, et que je repasse un test de QI et qu'on compare les deux. Donc c'est impossible à une large échelle, ni à une échelle individuelle. En plus, il faudrait comparer vraiment ce qui est comparable, c'est-à-dire le même état de mes connaissances la même année, voire le même jour. Donc j'étais pas athée et croyant le même jour. Donc c'est pratiquement impossible. Mais grandir dans un milieu protestant réformé fait, à mon avis, nécessairement augmenter le QI par rapport au fait de grandir dans un autre milieu, notamment islamique, catholique ou marxiste. Surtout si c'est sans le moindre contact avec le protestantisme. Donc là encore, il n'existe pas d'études sur le sujet. On ne peut que constater ce phénomène sur de longues périodes historiques. Et là, je viens de parler de l'Écosse dans une vidéo sur la chaîne La Vraie Droite. J'ai parlé des Pays-Bas, l'Angleterre, les États-Unis, enfin la Suisse. Vous regardez tous les pays, il y a un avant et un après le protestantisme. Voilà, et tout comme l'Occident en général. Donc on peut nier ça, on dire non, ça n'a rien à voir, c'était je ne sais pas quoi. On en revient toujours là. Et même Emmanuel Todd, qui est pourtant un athée, le reconnaît. Donc, pour une fois qu'il reconnaît quelque chose de vrai, celui-là. 22e question. Est-ce la qualité de l'éducation qui fait augmenter le QI ou la richesse en général? Donc, oui, la qualité de l'éducation fait augmenter le QI. Ça, je crois que c'est démontré. Pour la richesse, je ne sais pas. C'est assez vague, en plus, la richesse, mais peut-être ça joue, en effet. Quand vous avez les moyens de mettre votre enfant dans une bonne école, théoriquement, il doit mieux apprendre. Moi, par exemple, mes parents avaient les moyens de me mettre dans une école un peu huppée, voilà, où il fallait payer, je me rappelle, 1250 francs par mois quand même, c'était une somme. Donc c'était un sacrifice même pour eux. Mais résultat, je suis devenu un bon élève alors qu'avant j'étais un petit délinquant, quoi. 23e question. Si la carte du QI est fausse, le QI a-t-il quand même une valeur? Donc oui, il a une valeur, hein, c'est reconnu par même Flynn et Charles Murray et tout ça, c'est d'indiquer et de mesurer le QI. Voilà sa valeur. Vous-même, avez-vous constaté une augmentation significative de vos capacités cognitives après cette conversion? Alors oui, indéniablement, j'ai ouvert les yeux sur l'importance de l'aspect religieux, que je refusais de voir auparavant. Or, il est crucial. C'est le facteur le plus déterminant, selon moi, maintenant. Et ça, je l'ai démontré dans mon livre Racisme, antiracisme, même combat, auquel je vous renvoie si ça vous intéresse. 25e question. Vous n'avez pas dit que grandir dans un milieu athée était préjudiciable au QI. Dois-je comprendre que dans l'ordre des méfaits du milieu, les autres religions sont pires que l'athéisme? Alors, tout dépend si l'athéisme et les autres religions sont en contact ou pas avec le protestantisme. J'en reviens toujours là. Si oui, le QI augmentera, sinon il baissera. Et si ce n'est le QI, ce sont les résultats scolaires, universitaires, etc. 26e question. Dans quelle proportion une éducation de qualité est-elle capable d'augmenter le QI? Pourrait-elle la doubler? Même question pour l'influence du milieu protestant. Alors là, j'ai rédigé aussi parce que... Alors, c'est pas quantifiable comme ça, tout doublé, triplé, etc. Si je prends encore une fois mon expérience personnelle, c'est la différence entre devenir un délinquant et devenir un élève studieux. Donc, alors quand j'étais en public, donc 100% athée et marxiste, je suis devenu un petit délinquant, une racaille, un voleur, hein, parce que je photocopiais des bons d'achat non numérotés, gagnés à l'école en ayant vendu des billets de tombola. Et même un receleur, puisque je volais des insignes de voitures et je les revendais ensuite dans la cour de l'école. J'explique ça dans mes mémoires d'avant-guerre pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau de la société, c'est la différence entre une société marxiste et une société libérale conservatrice, donc entre la France et la Suisse par exemple. Vous comparez, c'est vite fait. Alors il suffit de regarder des exemples historiques. Encore une fois, l'Écosse, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne La Vraie Droite pour les souscripteurs. L'Écosse était un des pays les plus arriérés au monde avant le protestantisme. Il est devenu le plus alphabétisé et a largement contribué à l'émergence du monde moderne via des scientifiques, des économistes comme Adam Smith. Il a créé les assurances, etc. Le problème, c'est que même des gens supérieurement intelligents, comme Thomas Sowell, parlent de l'Écosse sans évoquer l'influence du protestantisme parce qu'ils sont eux-mêmes athées. Yuval Noah Harari, il fait la même erreur dans son livre Sapiens, parce qu'il est aussi athée, et en plus il est de gauche, c'est-à-dire qu'il est homosexualiste, c'est-à-dire qu'il fait la promotion du LGBTQ, et donc il déteste la religion. Alors Sowell, lui, il déteste pas la religion, mais son athéisme l'empêche de voir l'éléphant qui est dans le salon. J'étais très surpris de voir ça dans ses livres. 27e question. Si l'éducation joue en effet un rôle si fondamental, pourquoi ne pas dépenser 10% du PIB dans l'éducation? Pourquoi ne pas poursuivre l'éducation chez les adultes? Eh bien, en fait, ce n'est pas forcément une question de budget. Les communistes demandent toujours plus de budget, que ce soit dans l'éducation, la justice, etc.
Mais ce n'est pas une question de budget, plutôt de méthode et de culture. Voilà, la différence entre le collège-lycée privé où j'ai été et le public, ce n'était pas forcément le budget, c'était la méthode, la culture. On avait une culture du travail, il y avait c'était strict, il y avait de l'autorité. Si on ne faisait pas nos devoirs et qu'on ne les remettait pas dans la bonne forme, etc., on devait les refaire. J'ai plein d'anecdotes que je raconte en partie dans mon livre, mais je peux vous en raconter une comme ça. C'est que une fois, j'avais fait une connerie, voilà, avec des copains. On n'avait pas été à la cantine, on avait mangé dans les bois parce qu'il y avait une petite forêt. On nous avait pris sur le fait, et du coup, le directeur nous a fait apprendre par cœur une page entière en anglais. Et tant qu'on ne l'avait pas apprise, on ne pouvait pas rentrer chez nous. Donc on a commencé à 15 heures. Donc arrivé à 18 heures, il est revenu en disant, bon, maintenant vous venez dans mon bureau. Alors il y en a un premier qui est venu, il a échoué, parce que voilà, c'était long, et il ne se rappelait pas de tout. Le deuxième a échoué aussi, et moi j'étais le troisième. Et pendant qu'il passait, je me suis dit, bon, soit il va me demander de réciter dans l'ordre, et dans ce cas-là, j'ai aucune chance, soit j'ai une petite chance s'il me demande le début, donc je vais apprendre le début, et puis au bout d'un moment, il va dire, bon, tu connais le début, mais maintenant dis-moi la fin, et donc je vais apprendre la fin. Et j'ai eu de la chance parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai pu sortir à 18h30, alors que les autres sont restés jusqu'à 20h. Donc pour vous dire, il y avait une vraie culture du travail, et ça rigolait pas, quoi. Mais du coup, je suis devenu bilingue en 2 ans. Voilà. Pourquoi est-ce que les scientifiques sont de moins en moins croyants, alors même que la croyance, la bonne, augmente l'intelligence? Eh bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Sinon, ils sont virés pour malpensance. C'est la fameuse cancel culture. Elle n'a pas commencé avec le wokisme, en fait. Elle date, dans la théorie de l'évolution, ça date d'un siècle et demi. Et ça a commencé notamment en France. Et aux États-Unis, c'était plus à partir des années 50 que les scientifiques ont commencé à se faire virer comme des malpropres s'ils n'étaient pas en phase, si c'était des déviationnistes. Donc ça, c'est ça le maoïsme, c'est ça le communisme. Et donc, voilà, pour les plus, alors ça c'est pour les plus anciens, ils se font virer, mais pour les plus jeunes, ils passent dès l'enfance dans le moule marxiste, et donc ils ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est évident, il y a une théorie de l'évolution, il y a du réchauffisme, il y a du transgenrisme, c'est ça la science. Ouais, et puis ils vous balancent ça dans la tronche, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un transphobe, vous êtes un négationniste du climat, un climato-sceptique, un créationniste, une merde, quoi, un débile, un sous-homme. Voilà. Donc, terrorisme intellectuel et compagnie. 29e question, êtes-vous sûr qu'il n'existe aucune corrélation entre le QI et l'intelligence? Pourquoi les gens répètent qu'Einstein, Newton, De Vinci ou Da Vinci et même Musk avaient ou aient des QI exceptionnels? Tout dépend comment on définit l'intelligence. Donc il faut un minimum de QI, oui, je pense 80, en dessous de 80, on est débile profond. Mais au-delà, tout le monde peut être intelligent, s'il le veut, et si on lui en donne les moyens. Voilà. Et là, son QI va monter. Parce qu'on a tous en nous cette capacité. Voilà. Et la race ne change rien à ça. 30e et dernière question, est-il possible que des prix Nobel de physique, par exemple, aient des QI de 90? Idem pour les grands entrepreneurs. Alors, pour les prix Nobel de physique, non, parce que c'est une discipline qui nécessite un très haut QI. Voilà. Donc là, effectivement. Mais déjà, ce genre de personnes sont très rares. Hein. C'est à peu près, je sais pas, 1 sur 1 million ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme les meilleurs sprinteurs au monde. Ils sont tous noirs parce que c'est l'extrême de la courbe de Gauss. Voilà, donc on ne peut pas en tirer des conclusions. Autre que celle que, voilà, à l'extrême de l'extrême, c'est la génétique des noirs qui leur permet d'aller le plus loin, le plus vite, en tout cas, aux 100 mètres. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut en déduire. Et on ne peut pas généraliser ça sur les noirs qui courraient plus vite que les autres. Alors, pour les grands entrepreneurs, par contre, certains ont un QI très moyen. J'ai regardé un peu. Henry Ford, qui n'est pas le dernier des cons, et pourtant son QI était moyen. Richard Branson, pareil. Steve Jobs, alors là, on se dit, oui, parce que la créativité n'est pas corrélée au QI. Ou encore Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète. Donc voilà pour ces questions. Je vous remercie de me les avoir posées. J'ai tenu une fois de plus mes 45 minutes, j'ai un peu dépassé. Donc, encore une fois, si vous voulez me poser des questions pour la prochaine session ou découvrir tous les contenus privés que je réserve à mes souscripteurs, notamment un film là, que je suis en train de faire. C'est un montage en fait de 50 ou 60 extraits vidéo qui sont passés soit dans les médias, soit sur Internet et que j'ai moi-même monté et qui est très apprécié. Ça, j'en fais un par mois sur chacune des chaînes.
ou les 7 ou 8 vidéos de revue de presse mensuelle internationale que je fais sur les différentes régions. Là, ça va devenir, enfin, c'est très intéressant. Et puis, je m'améliore dans cette pratique aussi. Maintenant, c'est classé par pays. Quand c'est la Chine, voilà. Quand c'est l'Amérique du Nord, il n'y a que 2 pays. Mais sinon, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Sud, à chaque fois, l'Asie, à chaque fois, c'est par pays. Et on voit bien, on a une vision vraiment globale. Et je pense que c'est une des... parmi les vidéos les plus appréciées des souscripteurs. Et après, il y a les enquêtes, ce qui me prend un peu plus de temps, les commentaires, des réactions. Voilà. Là, je vais faire une série de réactions sur l'opposition contrôlée et Trump, et peut-être même l'oligarchie et Trump, ce qui sera intéressant de comparer après. Et puis, d'autres vidéos sur des thèmes, voilà, la ville 15 minutes, donc des choses que je découvre au fur et à mesure. Je ne savais pas que la ville 15 minutes, ça vient du modèle communiste chinois. C'est ce qui nous est imposé en France, à Paris et dans bien d'autres villes maintenant, sans le dire. Donc des fois, le modèle communiste chinois s'impose vraiment en tant que tel. Le confinement, bon ça on savait que ça venait de la Chine, même si on a voulu en faire diversion en disant c'est l'Italie qu'on copie, Jean-François Delfrécy, lui-même un collabo de la Chine. Et puis sinon, il s'impose plus discrètement avec ces petits agents là et ça j'en parle régulièrement, là encore dans ma vidéo sur l'Europe, j'en ai encore parlé, parce que c'est pas ce dont on va nous parler dans les grands médias, oui, mais les Raffarin et même les Édouard Philippe, là, qui vient de rencontrer Friedrich Merz, qui est donc le successeur potentiel de Scholz, ils étaient en conférence ensemble, ils s'entendent très bien, etc. Et comme Édouard Philippe est un des pires collabos de la Chine, ça donne une mauvaise image, en tout cas quand on a cette grille de lecture, de Merz, alors qu'il est pro-américain, anti-Poutine, etc. Mais s'il est pro-chinois, on n'en sort pas, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le plan B de la Chine en Allemagne. Ils estiment que Scholz n'est plus au niveau, et donc il faut remplacer avec toujours cette même stratégie-là. Ils sont très forts, donc voilà. Le but de mes souscriptions, c'est de vous faire monter en compétences, et dans des domaines où on est vraiment, il y a des angles morts. Je dirais le principal angle mort que je traite sur ma chaîne géopolitique, c'est l'éléphant qui est dans le salon, c'est la Chine communiste, mais je ne traite pas que de ça. Et sur ma chaîne La Vraie Droite, c'est le rôle du protestantisme. Mais je ne traite pas que de ça non plus, mais ce sont les deux principaux angles morts dont je pousse, parce que je suis le seul à faire ce travail en France et même peut-être dans une grande partie à l'étranger. Voilà. Donc merci pour votre attention, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ, le Sauveur, la Nouvelle France libre et la Vraie Droite. Salut.